silencieusement dans la petite pièce. Pourquoi est-il ainsi? Il accepte donc cette séparation? Il la veut donc? Cette confiance en moi, cet amour pour moi qu'il avait, il les a donc perdus? Ou simplement redoute-t-il mes imprudences, mes éternelles questions? Je lui demande un peu tremblante, est-ce que cela ne vous fera pas de la peine, à vous aussi, Joseph, de ne plus nous voir? Sans s'arrêter de marcher, sans me regarder, même de ce regard oblique et de coin qu'il a souvent. Bien sûr, dit-il, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils refusent de faire. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Qu'est-ce que j'ai refusé de faire, Joseph? Bon, et puis vous avez toujours de mauvaises idées sur moi, continue-t-il, sans répondre à ma question. Moi? Pourquoi me dites-vous cela? Parce que... Non, non, Joseph, c'est vous qui ne m'aimez plus. C'est vous qui avez autre chose dans la tête maintenant. Je n'ai rien refusé, moi. J'ai réfléchi, voilà tout. C'est assez naturel, voyons. On ne s'engage pas pour la vie sans réfléchir. Vous devriez me savoir gré, au contraire de mes hésitations. Elles prouvent que je ne suis pas une évaporée, que je suis une femme sérieuse. Vous êtes une bonne femme, Célestine, une femme d'ordre. Eh bien alors? Joseph s'arrête enfin de marcher et fixant sur moi des yeux profonds et encore méfiants, et pourtant plus tendres. Ça n'est pas ça, Célestine, dit-il lentement. Ne s'agit pas de ça. Je ne vous empêche pas de réfléchir, moi, parbleu. Réfléchissez, nous avons le temps, et j'en recauserons à mon retour. Mais ce que je n'aime pas, voyez-vous, c'est qu'on soit trop curieuse. Il y a des choses qui ne regardent pas les femmes. Il y a des choses... Et il achève sa phrase dans un hochement de tête. Après un moment de silence, « Je n'ai pas autre chose dans la tête, Célestine. Je rêve de vous. J'ai les sens tournés de vous. Aussi vrai que le bon Dieu existe, ce que j'ai dit une fois, je le dis toujours. J'en recauserons. Mais il ne faut pas être curieuse. Vous faites ce que vous faites. Moi, je fais ce que je fais. Comme ça, il n'y a pas d'erreur, ni de surprise. » S'approchant de moi, il me saisit les mains. « J'ai la tête dure, Célestine, ça oui. Mais ce qui est dedans, y est bien. On ne peut plus l'en retirer après. Je rêve de vous, Célestine, de vous, dans le petit café. » Les manches de sa chemise sont retroussées en bourrelet jusqu'à la saignée. Les muscles de ses bras énormes, souples, huilés comme des bielles, faits pour toutes les étreintes, fonctionnent puissamment, allègrement sous la peau blanche. Sur les avant-bras et de chaque côté des biceps, je vois des tatouages, cœurs enflammés, poignards croisés au-dessus d'un pot de fleurs. Une odeur forte de mâle, presque de fauve, monte de sa poitrine large et bombée comme une cuirasse. Alors, grisé par cette force et par cette odeur, je m'accote au chevalet où tout à l'heure, quand je suis venu, il frottait les cuivres des harnais. Ni monsieur Xavier, ni monsieur Jean, ni tous les autres, qui étaient pourtant jolis et parfumés, ne m'ont produit jamais une impression aussi violente que celle qui me vient de ce presque vieillard à crâne étroit, à face de bête cruelle. Et l'étreignant à mon tour, tâchant de faire fléchir sous ma main ses muscles durs et bandés comme de l'acier. « Joseph, lui dis-je d'une voix défaillante, il faut se mettre ensemble, tout de suite, mon petit Joseph. Moi aussi je rêve de vous, moi aussi j'ai les sens tournés de vous. » Mais Joseph, grave, paternel, répond « Ça ne se peut pas maintenant, Célestine. » « Oh, tout de suite, Joseph, mon cher petit Joseph. » Il se dégage de mon étreinte avec des mouvements doux. « Si c'était seulement pour s'amuser, Célestine, bien sûr. Oui, mais c'est sérieux, c'est pour toujours. Il faut être sage. On ne peut pas faire ça avant que le prêtre y passe. » Et nous restons l'un devant l'autre, lui les yeux brillants, la respiration courte, moi les bras rompus,
la tête bourdonnante, le feu